Bonjour à tous, c'est Antoine de Passion Tech et aujourd'hui je vous fais une vidéo de test du Huawei-Fox Swift 2X. Dans un premier temps, nous allons voir ensemble quelles sont ses caractéristiques. Le produit possède un processeur Qualcomm Snapdragon 430, un processeur 8 cœurs cadencé à 1,4 GHz et il est épaulé par la puce graphique Adreno 505. Il a un écran d'une diagonale de 5,2 pouces avec une résolution Full HD, 1920 par 1080 pixels, ce qui lui confère une densité de pixels de 424 pixels par pouce. Et il faut également savoir que la vitre sur cet appareil est traitée anti-rayures avec la technologie Gorilla Glass. Concernant ses caméras, sa caméra arrière fait 16 millions de pixels, accompagnée par un double flash LED, et sa caméra frontale est une caméra grand angle de 8 millions de pixels qui est située juste ici. L'appareil possède 3 Go de mémoire vive et 32 Go de mémoire interne. Il faut savoir qu'on peut étendre cette capacité de stockage en ajoutant une micro SD jusqu'à 128 Go. Concernant la connectivité, on a ici de la 4G LTE, du Bluetooth 4.1 Low Energy, du Wi-Fi et du NFC. On a également un lecteur d'empreintes qui est situé à l'arrière de l'appareil. Lorsqu'on sort l'appareil de sa boîte, donc quand il est neuf tout simplement, il n'a pas été mis à jour, il tourne sous Android 6.0 avec Cyanogen 13. Il a été mis à jour vers Nougat, vers la version 7.1.1, la dernière version en date, et il possède une légère surcouche de la part de Huawei-Fox. Sa batterie a une capacité de 3010 mAh et il est compatible Quick Charge 3.0. Il peut emmagasiner 75% de batterie en 55 minutes. Par contre, attention, le chargeur n'est pas fourni avec. Concernant ses dimensions, on a des dimensions de 143 mm de hauteur, 73 mm de large et 8 mm d'épaisseur pour un poids de 153 grammes. On va maintenant passer au design du produit. Donc on va commencer par la face avant. Donc sur la face avant, on peut retrouver l'écouteur qui permet d'entendre ses correspondants pendant les conversations téléphoniques. On a ici les différents capteurs de luminosité et de proximité qui sont plutôt bien dissimulés. La LED de notification qui se situe quelque part ici. Et enfin la caméra frontale. On a le grand écran d'une résolution de Full HD, tout simplement, 5,2 pouces. Et sur le bas, on a le petit logo de la marque Huawei-Fox. Et ça rend plutôt bien. Sur la tranche du haut, alors si la mise au point veut bien se faire, et j'espère qu'elle se fera, voilà. On a la prise jack 3.5 au format CTIA, le microphone secondaire. Sur le bas, on a deux grilles. Donc celle-ci, c'est pour le haut-parleur. Ici, on a la prise USB Type C 2.0. Et cette grille-là permet de laisser passer le son pour le microphone. Du côté gauche, on a le pourtour. Voilà, on a un petit effet brillant sur le téléphone qui est assez sympathique. Et on a le petit tiroir SIM. Du côté droit, on a toujours le pourtour, le bouton Power On/Off et les boutons volume plus moins, avec un petit motif texturé. Et je ne sais pas si la mise au point va bien vouloir se faire. J'espère que oui, et voilà. Donc c'est assez agréable au toucher et c'est sympa visuellement. Donc il faut savoir que les touches elles sont en plastique. Par contre, on va maintenant passer au dos qui lui est en aluminium. On retrouve sur le haut la caméra de 16 millions de pixels accompagnée par son double flash LED, le lecteur d'empreintes, le petit logo de la marque qui est plutôt bien incrusté et ça rend plutôt bien visuellement, et le marquage Huawei-Fox avec le modèle. Donc on a un téléphone qui tient plutôt bien en main, qui a des dimensions assez modérées grâce à son écran de 5,2 pouces, sachant qu'aujourd'hui on tend plus vers des écrans de 5 pouces sur de l'entrée de gamme. Donc c'est assez sympa. Ensuite, au niveau de l'image et du son,
Comme je l'ai dit dans l'introduction de cette vidéo, cet appareil possède un écran Full HD, donc 1920 par 1080 pixels. Il est IPS, donc il permet d'avoir de très bons angles de vue. Voilà, il n'y a aucun souci. Sa dalle tactile, elle est plutôt réactive, comme vous pouvez le constater. Voilà, tout marche nickel. Il n'y a aucun souci. Et elle supporte le toucher jusqu'à 10 doigts. Donc je vais vous montrer ça également de suite. Donc je garde le score en tout pour après. Voilà, screen test. Hop. Test du multitouche. Voilà, c'est un peu compliqué de mettre 10 doigts sur un écran de 5,2 pouces, mais c'est possible. Et son tactile supporte jusqu'à 10 doigts, ce qui est très bien. 5, ça serait amplement suffisant. Ici, on en a 10, c'est nickel. Et en général, plus on a de doigts, enfin plus on a de points supportés, plus le tactile est précis. Donc ici, on a également un tactile qui est plutôt précis. Le haut-parleur du téléphone se situe juste ici. Il n'y en a qu'un seul malheureusement, donc sur la tranche du bas. On a deux grilles, l'une sert pour le microphone et l'autre pour le haut-parleur. Et décidément, la mise au point ne veut pas se faire aujourd'hui. Donc voilà, le haut-parleur, il se situe ici. La prise jack 3.5 au format CTIA nous propose une qualité de son très bonne, avec une intensité satisfaisante. Donc sur ça, il n'y a rien à dire. Niveau photo, je vais vous montrer quelques photos. Alors, voilà, hop. Donc j'ai pu prendre quelques photos. Donc la caméra, c'est une caméra de 16 millions de pixels et c'est un capteur de chez Samsung, avec une ouverture de 2.0 si mes souvenirs sont bons. Donc déjà là, j'ai deux clichés. Le premier, alors je vais essayer de mettre ça en mode paysage. Voilà, j'ai deux clichés. Donc le premier a été fait avec le mode normal, sans HDR. Donc comme vous pouvez le voir, la photo elle est un peu sombre. C'était en fin de journée. La qualité elle est satisfaisante, hein. Les échantillons seront disponibles dans la description de cette vidéo, bien évidemment. Voilà, la seconde a été faite avec le mode HDR. Donc il n'y a pas photo, le mode HDR il est vraiment sympa. Par contre, j'ai quelque chose à lui reprocher, c'est qu'il est quand même un peu lent. Et ça, c'est un peu dommage. Il faut attendre 2-3 secondes avant que ça fasse la capture avec ce mode-là. On va voir d'autres photos. Donc également, la galerie, elle prend un peu de temps à charger les photos. Après, je pense que ça vient de la galerie d'origine. J'ai pas essayé avec d'autres galeries, tout simplement parce que celle-ci me convenait pleinement, niveau fonctionnalité. Mais vous voyez, mode classique, mode HDR. Franchement, le résultat avec le mode HDR, il est vraiment sympa. Les couleurs sont très belles, les photos sont très claires, c'est juste nickel. Voilà, donc ça a été une photo qui a été prise avec le mode classique. Je vais vous montrer un peu de plus près. Donc comme vous pouvez le constater, la qualité pour un appareil de cette gamme-là, vendu à 250 €, elle est tout à fait satisfaisante et elle est plutôt bonne. Voilà une autre petite photo. Voilà, ça prend un peu de temps à charger, mais le piqué il est là. Les détails sont également là, il n'y a aucun souci sur ce point-là. Voilà. Voilà par exemple un panneau avec du texte qui est écrit avec des caractères assez petits. Et vous voyez, c'est tout à fait lisible. Donc voilà le petit texte. Sur le panneau, il représente ça, il est tout petit. Donc franchement, la qualité photo sur cet appareil, elle est très satisfaisante. Ça prend un peu de temps à charger hein, dans la galerie, mais après, pour le reste, il y a assez de détails et les photos ne sont pas trop bruitées. Voilà. Donc un autre exemple de photo. Donc ça, c'est une photo qui a été faite sans le mode HDR. Et l'autre a été réalisée avec le mode HDR. Donc là, il n'y a pas photo. Avec le mode HDR, les couleurs, elles sont beaucoup plus vives, surtout sur les fleurs. Et là, on le voit clairement. J'ai dû un peu bouger parce qu'elles sont un peu floues ici. Mais comme vous pouvez le constater, le mode HDR fonctionne très bien. Voilà un tronc d'arbre. Voilà, ça prend un peu de temps à charger, mais les détails sont clairement là.
et sur ça, il n'y a aucun souci. Le temps de chargement est quand même un peu embêtant, mais c'est qu'un souci logiciel. Au niveau de la galerie d'origine, avec d'autres logiciels comme Google Photos, je suis persuadé que qu'il n'y a pas ce problème-là. Voilà, vous voyez, la qualité, elle est vraiment au rendez-vous. Et franchement, pour 249 euros, on a un super appareil photo ici. La prise de vue, elle est également rapide, en mode normal, hein, parce qu'avec le mode HDR, il y a 2-3 secondes de délai. Mais là, franchement, il n'y a rien à dire. La qualité, elle est bonne. Donc maintenant, on va voir la qualité du son sur ce téléphone et la qualité en vidéo. Hop, qu'est-ce que j'ai mis la bonne vidéo? Parce qu'il y en a une que j'ai essayé de mettre en 4K et pour la 4K, ça ne fonctionnait pas. Voilà, donc là le son il est à fond et il est quand même assez puissant et ne sature pas quand il est à fond, donc c'est plutôt un bon point. Donc voilà, grâce à la résolution Full HD, on ne voit pas les pixels à l'œil nu, ce qui est vraiment sympa. Donc tout est bien détaillé. Et la lecture de vidéo se fait sans aucun problème. Voilà, donc ici, c'était un fichier Full HD, 1080p à 30 images par seconde, et il n'y avait aucun souci. Donc par contre, la 4K, il n'arrive pas à la lire, et après, c'est pas nécessaire, tout simplement parce qu'ici, on a un écran Full HD, donc ça ne sert à rien de saturer la mémoire pour rien. Et également demander des choses très complexes au téléphone, sachant que ça ne veut pas servir à grand chose, étant donné qu'il a une résolution qui est limitée à 1920 par 1080, ce qui est déjà très bien. Maintenant, nous allons passer à la partie performance. On va commencer par Antutu. Voilà, donc sur Antutu, ce téléphone donne un score très honorable de 44 968 points. On va arrondir à 45 000. Donc voici les détails de ce score. Donc voilà, si vous souhaitez comparer avec votre téléphone, regarder des données en particulier, n'hésitez pas à mettre en pause la vidéo. Donc maintenant, on va passer à Epic Citadel. Donc ça va nous permettre de voir de nouveau la qualité d'affichage et la qualité du son. Donc vraiment l'écran sur cet appareil il est très bon, tout simplement parce qu'il a une très bonne colorimétrie et une très bonne luminosité, et également une résolution qui est excellente. Donc excellente pour sa gamme de prix, tout simplement parce qu'il coûte 249 euros, on a du Full HD. Donc après beaucoup de constructeurs le font, mais il y a encore des constructeurs qui sont encore malheureusement fâchés avec la résolution Full HD dans cette gamme de prix là, et du coup on a du 720p, ce qui est dommage. Parce que quand on utilise un téléphone avec du 720p sur cette taille d'écran, c'est c'est très bien. Mais après, quand on passe au Full HD, on voit clairement que le Full HD, c'est largement mieux au final.
Donc vous voyez, l'image elle est plutôt fluide la plupart du temps. Donc ici, on est en ultra haute qualité, la qualité maximale que propose Epic Citadel, donc la qualité qui sollicite le plus le processeur. Donc comme je vous l'avais indiqué, le haut-parleur de ce téléphone se situe ici. Donc si je bouge cet endroit-là, le son sera étouffé tout simplement. Voilà. Et ici, on n'a pas de son qui sort parce qu'on a le microphone. Donc le fait qu'on ait qu'un seul haut-parleur, c'est un peu dommage, mais il procure un son d'une qualité tout à fait correcte et d'une puissance également correcte. Voire très satisfaisante. Oui, elle est quand même satisfaisante, la puissance. Ça dépend à quoi on compare. Si on compare au Lenovo P2 par exemple, la puissance, elle n'est pas très élevée. Si on la compare à des téléphones Acer, elle est quand même plus élevée et elle est plutôt bonne. Donc tout est relatif. Mais ici, dans ce cas précis, par rapport aux autres smartphones, l'intensité du son, elle est très bonne. Donc ici, on a un score de 40,4 images par seconde, ce qui est plutôt un bon score, sachant qu'une image fluide est considérée à partir de 24 images par seconde. Je ne sais pas si vous avez vu, mais au début du test, on avait des séquences où le téléphone il était à 19 images par seconde, donc des séquences où le téléphone devait charger beaucoup d'éléments graphiques. Donc ça veut dire que ce téléphone sera bon pour le jeu, mais tout dépendra du jeu auquel vous allez jouer et la qualité que vous allez choisir. Mais il sera quand même relativement suffisant. Donc je vais vous faire la démonstration dès maintenant avec Real Racing 3. Voilà, le jeu, il va charger. Voilà, ça prend un peu de temps à charger quand même. Mais bon, c'est le cas sur tous les smartphones, tout simplement parce que c'est un jeu qui est assez lourd. Je vais maintenant lancer une course. Hop. Ah oui, il faut que je personnalise la voiture avant de faire la course. J'ai pas le choix. Allez hop, on va la mettre d'une autre couleur. Voilà. Ah, décidément. Il veut que je la personnalise à fond. Donc je vais rapidement le faire et on va démarrer la course au plus vite. Allez hop, voilà, c'est bon, ça me va. Voilà, les jantes, on va mettre quelque chose qui est bon. Je pense que la course, voilà, la course est possible maintenant. Voilà, donc j'insiste vraiment sur ce point-là. Pour 249 €, l'écran de ce téléphone, il est vraiment beau. Aussi bien par sa luminosité que par les couleurs qu'il affiche. Et on a également, j'ai oublié de l'évoquer dans l'introduction, on a un verre qui est 2,5D, donc arrondi sur les bords. Voilà, donc c'est pas évident de regarder la caméra et de faire la course en même temps. Hop. Je conduis pas comme ça dans la vraie vie, hein. Ça peut vous rassurer.
Voilà, donc c'est pas parfaitement fluide, mais comme vous pouvez le constater, c'est parfaitement jouable et ça fonctionne plutôt bien. Et le téléphone ne chauffe pas trop. Voilà, j'ai presque plus de batterie. Normalement, il devrait tenir jusqu'à la fin du test. Je l'espère en tout cas. Voilà. Comme vous avez pu le constater, les performances sont tout à fait acceptables en jeu. Bon, ici on a un jeu qui est très lourd, qui est Real Racing 3. Ça tourne sans trop de soucis, donc c'est pas parfaitement fluide, mais il n'y a pas de grands accros. Si vous voulez, il y a juste un nombre d'images par seconde qui est un tout petit peu en deçà d'un nombre d'images par seconde pour que l'image elle soit fluide, mais ça reste tout à fait jouable, tout simplement parce que le téléphone ne plante pas et les saccades sont vraiment très très légères. On va maintenant passer à la partie surcouche de cet appareil. Donc il faut savoir qu'ici, on a une surcouche qui est très légère, qui a été faite par Wiley Fox au niveau de l'écran d'accueil et comment dire, de la partie pour les applications, donc de la liste des applications quand on appuie sur le petit renard. Donc là, c'est un peu propre à Wiley Fox. Et franchement, le design, il est sympa, ça fonctionne très bien, il n'y a aucun souci. Et c'est classé par ordre alphabétique, comme vous pouvez le voir sur le côté. Au niveau des options sur l'écran d'accueil, sur la gauche, on a un petit fil d'actualité avec les médias de son choix. Donc vraiment, on a beaucoup de sites, on a beaucoup de médias dans chaque catégorie, enfin beaucoup. C'est suffisant. Il n'y en a pas une infinité, c'est pas non plus Happy Geek mais, ou News Republic, mais on en a pas mal quand même. Donc par exemple, voilà, les actualités de TF1 m'intéressent, de BFM TV, de France TV, allez, France 3 Régions, hop, CNET, Tom's Guide, Clubic, et allez, Le Parisien par exemple, et 20 minutes. Allez au flux, et donc maintenant on a un flux avec des actualités des médias qu'on a choisis. C'est très pratique, on peut dire si une actualité nous plaît ou non. De cette manière-là, ça permettra au logiciel de trier les actualités qui nous intéressent et d'autres non. Voilà, donc par exemple, on a un petit article de CNET sur les débits. On appuie ici, on appuie dessus, pardon. L'article s'ouvre et on a également le choix, de nouveau, de dire si cet article nous plaît ou non. Et voilà, ça marche très bien, c'est simple. Et si on le souhaite, on peut désactiver cette fonctionnalité. Donc cette fonctionnalité, c'est bon. J'avais vu comment la désactiver avant la vidéo de test. Et le problème, ah voilà, moi les Fox Zen, on peut désactiver ça. Donc si on ira sur la gauche, il n'y aura plus rien. Mais personnellement, moi je trouve que c'est un outil très pratique et qui va vous servir au quotidien tout simplement. Donc parmi les options de personnalisation, on peut afficher ou masquer le nom des icônes ici. Avec le nom, c'est un peu mieux, je trouve. Après, c'est au choix de chacun. On peut choisir le style de tiroir, section ou compact. Compact, c'est sans l'ordre alphabétique, enfin avec les lettres de l'alphabet. Ça, je sais pas ce que c'est, merge small icons. Ça, je sais pas à quoi ça sert par contre. Si vous avez une idée ou si vous avez ce produit, dites-le moi. On peut choisir d'avoir de grandes icônes, d'autoriser la rotation. Donc voilà, les grandes icônes, elles sont comme ça. C'est plutôt sympa pour les personnes âgées ou pour les personnes qui aiment bien les grosses icônes, hein, ça dépend. Voilà, hein, les goûts et les couleurs, ça se discute pas. Et on peut avoir des applications protégées qu'on sélectionne parmi la liste de toutes les applications qui sont installées. Voilà, c'est assez pratique.
Et après, il faut passer par ce menu-là pour les ouvrir. Soit, il fallait créer au préalable un raccourci pour ces applications. Donc par exemple, dans la calculatrice, mauvaise idée. Mince. Par exemple. Allez hop, Facebook. Bon, pas se mettre là. Décidément, j'ai pas de chance. Enfin, je le fais mal, voilà. Il fallait le faire un peu plus rapidement. Voilà, par exemple, je vais mettre Facebook, Instagram, allez hop. Et Twitter, par exemple. Bon. Alors ça, c'est la première fois que je vois ça, par contre. Ok, donc quand il y a des options qui sont proposées par chaque application en particulier pour les ouvrir directement, ça fait ça. Je l'avais pas remarqué auparavant. Et j'ai mis Twitter 2 fois, mais c'est pas grave. Donc là, on a un dossier sans nom. On peut choisir un nom, par exemple, réseaux sociaux. Donc je vais mettre RS. Voilà. Hop. Et si on appuie sur le petit cadenas, on met son empreinte digitale. Donc on met son doigt sur le lecteur d'empreinte. Et les applications sont désormais protégées et ne sont plus visibles ici. Pour y accéder, rien de plus simple. Il faut appuyer dessus, mettre son schéma ou mettre son doigt sur le lecteur d'empreinte. Et on a accès aux applications. C'est quand même assez pratique pour avoir des applications qu'on veut protéger. Et ça fonctionne plutôt bien. Il n'y a rien à dire sur ce point-là. C'est une bonne idée de la part de Walefox. Et ça fonctionne très bien. Ensuite, on a un enregistreur d'écran qui est proposé également par la marque. Donc on le démarre. Après, on a un petit bouton qui nous permet de démarrer l'enregistrement, que ce soit avec le son de la voix ou sans le son de la voix de la personne qui parle, ou du bruit ambiant autour du téléphone. Hein. Donc c'est pas le son qu'émet le téléphone qui est enregistré. Donc admettons qu'on regarde une vidéo, ça sera le son que le microphone enregistre. Donc ce ne sera pas directement le son du système qui sera enregistré. Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre. J'espère que oui. Dans les paramètres, on a également d'autres éléments de surcouche qui sont les gestes. On peut avoir un accès rapide à la caméra en appuyant 2 fois sur le bouton marche arrêt. Donc ça fonctionne apparemment depuis n'importe quel écran. On va tester ça tout de suite. Et oui, ça fonctionne sans aucun souci. Et c'est effectivement très rapide. Double tap to sleep sur la barre du haut. Donc si on double-clique ici, ça nous permettra de mettre le téléphone en veille. Au niveau de l'affichage, on a également des options pour le voyant de notification. Donc le voyant de notification, il s'allume en fonction sa couleur est en fonction de l'application qui fait la notification, tout simplement. D'où vient la notification? Donc par exemple, si c'est Snapchat, ça sera jaune. Si c'est Facebook, ça sera bleu. Si c'est Instagram, ça sera une autre couleur. Et donc, on peut même choisir la couleur. Donc, comme vous pouvez le constater, là, j'ai un endroit pour choisir la couleur. Et pour la lettre de notification, on a toutes les couleurs possibles. D'ailleurs, au début de la vidéo, je me suis planté. La lettre de notification, elle est ici et pas là. Mais ce qui est vachement sympa, c'est qu'on a le choix entre toutes les couleurs existantes. Et ça, c'est plutôt sympathique sur un téléphone de cette gamme de prix-là. Tout simplement parce qu'en général, à 250 €, on a droit au classique rouge et vert. On peut également choisir le niveau de luminosité de celle-ci. Donc au maximum, elle est un peu trop forte. Et vous voyez, au minimum, ou par exemple, ou un tiers, c'est plutôt pas mal. Voilà. Donc niveau de luminosité, voyant avec écran allumé. Donc si la lettre de notification, elle se déclenche quand l'écran il est allumé. S'il faut qu'elle s'allume quand on a le mode ne pas déranger. Ou encore on peut utiliser des paramètres personnalisés qu'on pourra choisir ici. Donc là, sur ce point-là, la lettre de notification, elle est personnalisable à fond et ça, c'est vraiment sympa. On a également le choix pour le voyant de batterie, donc qu'il soit actif ou non. Donc là, par exemple, je vais le désactiver. Il va arrêter de clignoter. Bon, il clignote tout simplement parce qu'il me reste seulement 13% de batterie. Je ne sais pas si ça se voit. Bon, voilà. On peut choisir s'il s'allume quand la batterie est chargée, en charge, ou batterie faible, tout simplement. Quelle
qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, donc pour lui, pour le téléphone, pour la LED de notification, la batterie elle est chargée quand elle atteint 90%. Donc à partir de 90%, la LED commence à s'illuminer en vert. Donc c'est plutôt une bonne idée. Euh, j'ai rien contre ça en tout cas. Maintenant on va passer à la galerie. Donc là on a une galerie assez simple avec avec une interface très simple. Il y a juste un petit souci, c'est que quand on a des images qui sont un peu lourdes, ça prend un peu de temps à charger. Et voilà. Par défaut, les applications qu'on avait sur le téléphone sont celles-ci. Donc ça, c'était encore sous cyanogène. Donc il y avait actualité, météo, agenda, appareil photo, audio FX qui a disparu depuis la mise à jour vers Nougat. Donc c'était un égaliseur pour le son, calculatrice, Chrome, Contact, Drive. On n'a plus l'explorateur de fichiers. Donc ce qui est dommage, c'est qu'à partir de Nougat, on n'a plus du tout d'explorateur de fichiers. Donc après, il faudra en prendre un sur le Play Store. Celui que je recommande et que j'utilise personnellement, c'est Total Commander. Il est gratuit, il est plutôt simple d'utilisation, il prend peu de place. On a la galerie, Gmail, Google, Google Photos. Ensuite, Hangout, horloge, Google Keep, magnétophone, Maps, navigateur. Le navigateur y est plus également parce que c'était le navigateur de Cyanogen. Skype a également disparu et tout le reste, on l'a. Voilà. Les thèmes, ils ont disparu aussi, ce qui est un peu regrettable. C'est pas dramatique, mais c'était un plus à la base. Ils ont disparu. Bon, on a une interface qui est proche du stock. Et il y a une chose que je souhaite clairement souligner chez Firefox, c'est que le suivi logiciel, il est impeccable. Il est vraiment impeccable, tout simplement parce que on a reçu Nougat sur cet appareil depuis début avril. La mise à jour a été déployée. Lorsqu'elle a été déployée, on avait déjà le dernier correctif de sécurité. Donc au mois d'avril, on avait celui d'avril. Et aux alentours du 10 mai, on a reçu le correctif de sécurité Android de mai. Voilà. C'est très sympa. Moi, personnellement, je n'ai jamais eu de téléphone haut de gamme sous Android. Mais je doute du fait que même les leaders du marché mettent à jour aussi bien leur appareil. Et sur ce coup-là, très bon point chez Firefox, tout simplement parce qu'ici, on a la version 7.1.1. C'est presque la dernière version. Donc pour vous donner un ordre d'idée, les Google Pixel tournent sous la version 7.1.2. Et franchement, c'est une très bonne chose parce que le téléphone, il est à jour, aussi bien niveau sécurité et aussi bien version Android. Je pense qu'on peut même espérer Android 8.0 dessus. Et ça, franchement, c'est vraiment une très bonne chose. Donc pour vous montrer la version d'Android très rapidement. Voilà, 7.1.1, Swift 2X, correctif de sécurité Android 1er mai. Et si j'ouvre le navigateur web, on peut voir ici, bon là on est en juin, mais donc ça vient d'apparaître d'ailleurs, cette histoire-là, elle vient d'apparaître tout simplement parce qu'avant le test, j'ai regardé le site et on ne parlait pas de juin encore. Le correctif, il a été publié aujourd'hui. La mise à jour n'est pas encore sortie, bien évidemment. Il faut que Firefox fasse la ROM et tout ce qui va avec. Mais si la marque est aussi réactive que pour le correctif de mai, et j'ai aucun doute sur ce point-là, eh ben on recevra le correctif de juin aux alentours du 15 juin, ce qui est très bien. Voilà, ce qui est juste très bien. Peu de marques sont aussi réactives pour les correctifs de sécurité et pour les mises à jour d'Android. Je vais quand même vérifier très rapidement si j'ai tout évoqué concernant les paramètres. Notification appli. Oui, j'ai tout évoqué, le reste c'est du stock. Et il faut savoir qu'à partir d'Android Nougat, on peut avoir deux applications tout simplement. Voilà, donc là je vais choisir par exemple le navigateur web sur le dessus et en dessous les paramètres. Et ici on a deux applications en même temps et ça fonctionne très bien. Le processeur le permet, c'est un Snapdragon 430 qui est un processeur moyen de gamme qui a des performances qui sont correctes.
Maintenant, on va passer à la partie autonomie de cet appareil. Donc ce produit possède une batterie figée d'une capacité de 3010 mAh, ce qui est une capacité acceptable, voire bonne. Oui, c'est une capacité qui est bonne, excusez-moi. Pour un écran de 5,2 pouces, c'est amplement suffisant. Avec cyanogène, je vais être honnête avec vous, l'autonomie, elle était catastrophique. On avait, allez, quand c'était bien, on avait 4 heures en écran allumé, quand on avait un usage peu énergivore au niveau du processeur, donc quand on faisait des choses basiques et surtout en Wi-Fi. Depuis la mise à jour vers Nougat, on peut atteindre les 6 heures. Donc la mise à jour vers Nougat a permis d'améliorer l'autonomie, et avec 6 heures d'autonomie en écran allumé, c'est très bien. Et là, il n'y a rien à dire. On ne peut que féliciter la marque, tout simplement parce qu'à la base, l'autonomie n'était pas très bonne. Et aujourd'hui, elle est dans la moyenne, voire supérieure à ses concurrents directs qui ont ce genre de processeur avec la même capacité de batterie. Donc en usage intensif, on tiendra bien évidemment une seule journée. En usage modéré, on peut aller jusqu'à 2 jours. Et si l'usage il est très modéré, on peut aller jusqu'à 3 jours. Ce qui est vraiment sympa pour un appareil de cette gamme-là et pour un appareil qui fait seulement 8 mm d'épaisseur. Donc maintenant, on arrive à la conclusion de ce test. Le prix constructeur pour cet appareil est de 249 €. Donc en juin 2017, moment où je fais cette vidéo, c'est d'ailleurs son prix de sortie. Pour moi, c'est un excellent rapport qualité-prix. Il faut également savoir que Wally-Fox, c'est une marque européenne, donc qui conçoit ses téléphones en Europe. Ils ne sont pas produits en Europe, bien évidemment, sinon ça serait trop coûteux, mais ils sont bien conçus en Europe. Et ça, c'est un très bon point, tout simplement parce que le design a été pensé à Londres, et je le trouve plutôt beau. Voilà, je suis honnête avec vous, là on a de l'aluminium. Bon, là on a 2 bandes en plastique, mais niveau design, je le trouve très sympa. Le produit a été conçu à Londres. Les ROM pour les mises à jour sont également développés dans l'Union européenne. Et par conséquent, c'est très bien parce qu'elles sont développées avec une rapidité exemplaire et j'ai pas constaté de bug. Donc franchement, le fait que ce soit une marque européenne, c'est déjà un plus. Et Wally-Fox, c'est vraiment une marque européenne dans le sens où c'est pas Arcos et c'est pas Wiko. Parce que Wiko et Arcos, c'est des marques qui prennent dans un catalogue. Bon, Wiko, c'est une marque qui appartient plus à un investisseur chinois qui est Tino. Et Arcos, c'est une marque qui pioche dans des usines, qui essaye de trouver le produit avec le prix le plus bas possible, et par la suite appose son nom dessus. Wiko également, c'est des produits qui ne sont pas conçus en France malheureusement. Il y a très peu de choses qui sont choisies en France chez Wiko, alors que pour Wally-Fox, tous les choix et le design a été fait en Europe, au Royaume-Uni. Donc faites votre choix après, mais pour moi, c'est déjà un gros plus. Parmi les points forts, comme je l'ai évoqué déjà plein de fois, on a le design, l'écran qui a une très bonne luminosité à fond et qui a une très belle colorimétrie. L'optimisation pour l'autonomie, elle est plutôt bonne depuis la mise à jour vers Android Nougat, donc ça mérite d'être souligné, tout simplement parce que les consommateurs s'étaient plaints concernant ce point-là et la marque a corrigé ce petit souci. Au niveau de la photo, on a un capteur qui fait de très bonnes photos de chez Samsung, 16 millions de pixels. Donc après, c'est pas un excellent 16 millions de pixels, mais les photos sont de qualité bonne et le mode HDR fait de très beaux clichés. Le téléphone, il est relativement puissant, il fera tourner la plupart de vos applications et la plupart des jeux. Ce qui est sympa, c'est que son stockage, il est extensible jusqu'à 128 Go par micro SD. Donc soit c'est un stockage extensible, soit c'est l'ajout d'une seconde SIM, donc c'est à vous de voir. Mais en tout cas, avec 32 Go, il y a déjà de quoi faire. Voilà, son haut-parleur, il propose un son d'une bonne qualité. Donc pour rappel, il se situe juste ici. J'espère que la mise au point va bien vouloir se faire. Et comme par hasard, elle ne veut pas. Juste pour m'embêter, voilà, le haut-parleur, il se situe ici. Donc il a un très bon son. On a une prise USB type C, ce qui est très rare dans cette gamme de prix. Donc une prise réversible. La prise jack propose un son de très bonne qualité, pas trop chargé en basse, bien équilibré.
Et son plus grand point fort, c'est quand même son super suivi logiciel. Alors là, c'est nickel, il n'y a rien à dire. D'ici quelques jours, je suis quasiment sûr à 100% qu'on aura le correctif de joint. Et franchement, même les plus grands, comme Samsung, LG, n'ont pas un suivi aussi sympa. Donc par contre, le produit, il a quand même quelques points faibles. J'ai quand même eu du mal à les trouver, mais il en a quelques-uns. Donc le premier, c'est pour les photos en HDR. Il a un temps de latence de 2 secondes avant de pouvoir capturer la photo. Donc on déclenche la photo et après il y a un certain temps qui passe et la photo prend du temps à se faire. Donc je vais vous faire la démonstration de suite. Donc c'est un peu bête de le faire dans la conclusion, mais j'ai oublié de le faire pendant le test. Voilà, donc je ne sais pas combien de temps ça va prendre, mais normalement, voilà, vous voyez, il y a un petit délai. J'ai d'ailleurs oublié d'évoquer dans la partie surcouche, et c'est très mauvais, la partie photo. Donc très rapidement, l'appareil photo, au niveau des options, on a des options plutôt simples, résolution, qualité, viseur, voilà. Donc ISO, exposition, anti-scintillement. Pour la vidéo, on a du Full HD. On a également quelques options, enfin, on a vraiment, pardon, beaucoup de modes prédéfinis qu'on peut activer en cochant les cases ou en les décochant. Donc on a vraiment plein de modes pour prendre des photos. Je vais vous dire honnêtement, j'ai testé que le mode HDR et le mode automatique. Mais si vous prenez ce téléphone, comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de modes prédéfinis. Il y a des effets assez sympas. Donc là, par exemple, je vais prendre le dessin au crayon. Donc là, c'est vraiment un effet. Et là, donc, on a quelque chose qui est comme un dessin qui a été fait au crayon. Donc là, je vais vous montrer avec ma souris, par exemple. Voilà. Donc au niveau de l'appareil photo, on a quand même un large choix d'options. Mais le mode HDR, c'est un peu un point négatif. Et le dernier point négatif, c'est le fait... donc l'interface de l'appareil photo, c'est pas un point négatif, c'est juste que j'avais oublié de l'évoquer dans la surcouche. Et voilà, j'ai préféré l'évoquer tout de suite que de refaire une autre vidéo ou de faire un montage. Mais au niveau de l'appareil photo, on a une bonne surcouche. C'est juste le mode HDR qui prend un peu de temps à faire la photo, tout simplement. D'ailleurs, pour vous prouver qu'avec le mode normal, il n'y a aucun souci, je vais mettre le mode normal et je vais vous montrer que ça capture les photos très très vite. Voilà, hop, automatique. Donc voilà, vous voyez là, ça le fait très rapidement, il n'y a aucun souci. Le dernier point faible, c'est le fait que l'appareil n'ait pas de chargeur inclus dans la boîte. On n'a vraiment rien. Il est compatible Quick Charge 3.0, ce qui est un point positif. Voilà. Mais il n'y a pas de chargeur inclus. La marque est partie du principe que tout le monde a déjà un chargeur chez soi. Et si on souhaite avoir un chargeur Quick Charge, il faut investir 10 € supplémentaires. Ce n'est pas grand-chose, mais pour des questions de coût, la marque n'a pas pu l'inclure. Et le kit main libre également. Après, on a tous un chargeur chez soi. Et il y a une chose que j'aimerais bien évoquer concernant la charge rapide. C'est qu'avec la charge rapide, la batterie du téléphone, elle s'use plus rapidement. Donc moi, personnellement, je suis pas pour la charge rapide. Enfin, pour l'utilisation de la charge rapide, tout simplement parce que ça use plus rapidement la batterie. Et ce téléphone va devenir mon téléphone personnel. Et j'utilise un chargeur classique. Et avec un chargeur classique, en 2h30, la batterie, elle est complètement chargée. Donc, qu'est-ce que j'appelle un chargeur classique? C'est un chargeur 5 volts, 1 ampère. Et donc, voilà. Pour finir cette conclusion, ce test, pardon, on a une cible produit jeunesse et professionnelle qui cherche une taille raisonnable, une bonne qualité photo et un superbe écran. Et vraiment pour finir ce test, ce téléphone devient mon téléphone personnel. Donc en général, je ne choisis pas n'importe quoi pour mon téléphone personnel. Et ici, ce téléphone, c'est clairement un coup de cœur. C'est vraiment un téléphone sympa. Niveau performance, il est très bien équilibré. Donc on a des performances qui sont suffisantes. On a 3 Go de RAM. On a un bon appareil photo. Donc ça, ce téléphone devient mon téléphone. Donc c'est la raison pour laquelle je peux vous recommander clairement de l'acheter. Voilà. Pour 249 €, il y a peut-être des téléphones qui sont meilleurs, que ce soit en import ou non. Mais moi, je pars du principe qu'il vaut mieux soutenir une marque qui est européenne, tout simplement, et qui propose un bon suivi, qu'une marque chinoise qui propose un suivi qui est médiocre, qui a des bugs et qui a des équipes en Chine. J'ai rien contre les Chinois, bien évidemment. C'est juste que je préfère privilégier une marque européenne pour me sentir fier d'utiliser quelque chose d'européen.
Donc voilà, c'était ma vidéo de test du Wally-Fox Swift 2X. J'espère que cette vidéo, elle vous a plu, elle était quand même un peu longue. Et voilà, j'avais oublié d'évoquer la partie photo dans la surcouche, mais bon, je m'en suis quand même souvenu avant la fin du test, c'est l'essentiel. Voilà, n'hésitez pas à mettre un like. Si vous avez des questions sur ce produit, posez-les moi dans les commentaires. Si vous avez également des questions sur la marque, il n'y a pas de souci, vous pouvez me les poser. Je suis en contact avec la marque et si je peux pas y répondre, je pourrais les poser à la marque et par la suite, je pourrais vous y répondre. Et donc moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao ciao!